Bienvenue dans le système. Je suis architecte. Là où les gens voient un problème, je vois un système. La décision a été prise. La réunion est terminée. L'accord a été obtenu. Tout le monde pense savoir ce qu'il faut faire, mais les jours passent et rien ne change. Une campagne est approuvée, mais n'est pas diffusée. On promet une solution à un client, mais rien n'est mis en œuvre. On décide de modifier un système, mais l'ancien système continue de fonctionner. Les gens pensent que la décision est mauvaise. Parfois, ils se trompent. Le problème ne réside pas dans la décision. Le problème, c'est le fossé invisible entre la décision et le résultat. Dans le log 019, nous avons vu pourquoi les systèmes ne parvenaient pas à prendre de décision, même en disposant des informations correctes. Nous avons défini l'auteur de la décision, sa durée et ses limites. Mais le fait qu'une décision ait été prise ne signifie pas pour autant que le système se mette en mouvement. La décision détermine la direction. L'action comble la distance. S'il n'y a pas de pont entre les deux, même la décision la plus juste ne vit que dans les registres. Les gens accordent de l'importance au moment de la décision. Une signature est apposée. Un message de validation est envoyé. Un statut est modifié pour indiquer « validé ». À cet instant, un sentiment de progrès naît. Mais si le système se nourrit d'intentions et non de résultats, ce sentiment est de courte durée, car l'intention n'est pas une action. La validation n'est pas une mise en œuvre. La création d'une tâche n'est pas un résultat. L'architecte écoute le silence qui suit la décision. Qui fera le premier pas? Quel système sera déclenché? Quelles informations seront transmises? Quelles ressources sont nécessaires? Si un obstacle survient, quel autre chemin faudra-t-il emprunter? Qu'est-ce qui prouvera que le résultat a été atteint? Lorsque ces questions restent sans réponse, la décision est prise, mais l'ordre reste sans suivi. C'est ainsi que naît un ordre inactif. Un responsable valide le nouveau prix, l'équipe commerciale en est informée, mais la boutique en ligne affiche l'ancien prix. La comptabilité utilise un autre chiffre. La campagne publicitaire n'est pas mise à jour. La décision est correcte, mais la mise en œuvre est fragmentée. Une décision de remboursement est prise pour un client. L'équipe d'assistance en informe le client. Le système financier attend l'ordre de paiement. L'entrepôt ne met pas à jour le statut du produit. Le client apprend qu'une décision a été prise mais n'en voit pas le résultat. Pour lui, le système ne fonctionne toujours pas, car les gens ne vivent pas l'intention des organisations, mais le résultat. La valeur d'une décision ne se révèle pas au moment où elle est énoncée, mais au moment où elle change la réalité. C'est pourquoi l'architecte met en place une chaîne de mise en œuvre derrière chaque décision. Première action, la personne ou le système responsable, les dépendances nécessaires, le résultat attendu, la preuve d'achèvement, la procédure d'exception. Sans ces éléments, la décision n'est qu'une phrase bien formulée. Dans certains systèmes, la décision et la mise en œuvre sont confiées à la même personne. Ce n'est pas toujours la solution. La personne qui prend la décision peut ne pas connaître tous les détails techniques. Quant à celle qui la met en œuvre, elle peut ne pas comprendre l'objectif qui sous-tend cette décision. L'une sait ce qu'elle veut, l'autre sait comment s'y prendre. Si le lien entre elles n'est pas établi, l'ordre change de forme. Un service comprend autre chose. Un développeur produit un résultat différent. Un collaborateur se contente de mener à bien sa partie du travail. Chacun affirme avoir rempli sa mission. Mais le résultat obtenu ne correspond pas à la décision.
C'est pourquoi l'architecte ne se contente pas de déléguer la tâche, il en transmet également l'intention. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Quels problèmes doit-elle résoudre? Quelles limites ne doivent pas être modifiées? Quel résultat est acceptable? Dans quelle situation le processus doit-il être interrompu? La personne chargée de la mise en œuvre doit percevoir non seulement la consigne, mais aussi le sens de la décision. Car une consigne déconnectée de son contexte peut produire un résultat erroné, même si elle est correctement appliquée. Une autre lacune se cache dans les dépendances. Une opération attend les données d'une autre équipe pour pouvoir démarrer. Une intégration attend une autorisation d'accès. Une livraison attend une validation de paiement. Une modification attend l'environnement de test. Chacun affirme que sa propre étape est prête, mais la chaîne dans son ensemble ne bouge pas. On appelle cela un retard. L'architecte recherche le maillon bloqué, car la vitesse d'une chaîne n'est pas déterminée par son maillon le plus rapide, mais par celui qui attend. C'est pourquoi, pour chaque décision, il faut que soient visibles non seulement les actions à mener, mais aussi ce qui est attendu. Qu'attend-on de qui? D'ici quand? Que se passera-t-il si cela n'arrive pas? Y a-t-il une autre solution? Lorsque la décision ne peut être mise en œuvre, le système ne doit pas rester silencieux. Il doit rendre l'obstacle visible. Il doit alerter le responsable. Si nécessaire, il doit ouvrir une voie alternative. Car une mise en œuvre qui attend en silence équivaut à une décision qui n'a pas été prise. Le rôle de l'architecte n'est pas de pousser les gens à courir plus vite. Il consiste à lever la résistance invisible qui s'oppose à la décision. Une décision peut être juste, un plan peut être clair, les gens peuvent être bien intentionnés. Pourtant, le système peut rester bloqué, car le résultat ne découle pas de l'intention mais d'actions concrètes. La décision donne une orientation, mais l'orientation seule ne mène nulle part. Pour qu'une décision se traduise en action, il ne suffit pas de définir une tâche, car la tâche n'est qu'un maillon de la chaîne. La vraie question est la suivante. Comment ce maillon va-t-il s'articuler avec les autres? Une modification de prix commence au niveau du système de vente, se répercute sur le magasin, affecte la comptabilité et se traduit finalement par le montant affiché au client. Si l'un de ces maillons se rompt, la décision semble aboutie, mais la réalité reste inachevée. L'architecte ne suit pas les éléments, mais les transitions, car la plupart des systèmes fonctionnent correctement à l'intérieur de leurs propres limites. Le problème survient lorsqu'une tâche passe d'un système à un autre. Une équipe marque la tâche comme terminée, une autre ignore même qu'elle a commencé. Un logiciel envoie des données. La partie adverse ne l'accepte pas. Une personne transmet une demande, mais on ne sait pas si la responsabilité est également transférée avec elle. C'est là que les résultats se perdent dans ces transitions. Les gens appellent cela un problème de communication. Parfois, ils se trompent. Le problème n'est pas que les gens ne parlent pas. Le problème, c'est que la conversation ne se traduit pas en système. Un processus doit comporter 3 éléments. Que faut-il faire? Pourquoi faut-il le faire? Comment savoir quand c'est terminé? Sans ces 3 informations, la nouvelle personne ne reçoit qu'un ordre, et non le sens de la décision. Chacun en tire alors sa propre interprétation. Un collaborateur saute certaines étapes. Un développeur met en place une solution techniquement correcte, mais inappropriée d'un point de vue opérationnel. Lorsque le résultat est là, chacun affirme avoir fait son travail, mais le problème est toujours là. C'est pourquoi l'architecte ne se contente pas d'envoyer un message pour marquer la fin d'une tâche,
mais procède à une validation. La tâche a-t-elle été envoyée? A-t-elle été reçue? A-t-elle été comprise? A-t-elle été lancée? Le résultat attendu a-t-il été obtenu? Est-il parvenu au bon endroit? A-t-il réellement fonctionné? Ce sont là les points où la décision entre en contact avec la réalité. Si un système est conçu uniquement pour les étapes réussies, il s'effondre dès la première exception. Car la vie réelle n'est pas une ligne droite. Une donnée peut manquer. Une personne peut ne pas répondre. Un service peut être interrompu. Un paiement peut être refusé. L'architecte ne considère pas l'exception comme une erreur, mais comme une partie intégrante du parcours. Car l'imprévu n'est rien d'autre que ce qui n'a pas encore été nommé. Dans chaque chaîne d'application, il doit y avoir un chemin d'exception au même titre qu'un chemin normal. Que se passe-t-il si une étape échoue? Faut-il réessayer? Faut-il transférer la tâche à quelqu'un d'autre? Le système s'arrête-t-il en toute sécurité? Rétablit-on l'état antérieur? L'opérateur est-il alerté? Si ces réponses ne sont pas définies à l'avance, le système commence à réfléchir au moment de la crise. Or, la crise est le moment le plus coûteux pour réfléchir. Une bonne architecture ne prend pas de décision à l'avance, mais elle prépare à l'avance le terrain sur lequel les décisions seront prises. L'humain sait quelles options sont sûres. Le système sait quelles limites il ne doit pas franchir. La responsabilité d'une application va bien au-delà du simple fait d'inscrire un nom. Une personne peut être responsable de l'ensemble de la chaîne, mais il n'est pas obligé d'effectuer chaque étape lui-même. La véritable mission consiste à s'assurer que le résultat ne se perde pas. Qui l'a fait? Quand l'a-t-il fait? Quel obstacle s'est présenté? Quel résultat a été produit? Le résultat a-t-il été validé? Si personne ne se charge de ces questions, les pièces sont assemblées, mais l'ensemble reste incomplet. L'architecte préserve l'ensemble, car les systèmes se vantent souvent du succès de leurs composants. Ils affirment avoir envoyé un message commercial, avoir lancé une transaction financière, avoir publié une modification technique. Mais si le client attend toujours, c'est tout le système qui a échoué. Le véritable résultat n'est pas ce qu'indiquent les rapports internes, c'est ce que vit la personne à l'extérieur. C'est pourquoi la preuve de l'achèvement doit être tirée de l'endroit où l'effet se produit. Ce n'est pas le message a été envoyé, mais le client l'a reçu. Ce n'est pas le paiement a été lancé, mais l'argent est arrivé. Ce n'est pas la modification a été publiée, mais l'utilisateur a vu le résultat correct. L'architecte n'utilise pas le mot terminé à la légère, car chaque enregistrement clôturé prématurément laisse une ombre qui reviendra à l'avenir. La mise en œuvre d'une décision prend parfois quelques secondes, parfois des jours. Lorsque le délai est long, l'état de la chaîne doit rester visible. Où? Chez qui? Qu'attend-on? Depuis combien de temps? Quelle est la prochaine étape? Le silence du système, alors que les gens attendent le résultat, engendre de l'incertitude. L'incertitude est souvent plus pesante que le retard. C'est pourquoi un bon système ne se contente pas d'effectuer des opérations. Il communique également l'état d'avancement. L'architecte ne souhaite pas être le seul à voir l'invisible. Il veille à ce que tous ceux qui en ont besoin puissent le voir au bon moment. L'opérateur voit les détails, le responsable voit le risque. Le client perçoit le résultat et le délai. Chaque point de vue repose sur la même réalité, mais n'en retient que ce dont il a besoin.
Le fossé entre la décision et le résultat ne se comble pas en ajoutant davantage de personnes, ni en multipliant les messages. Ce qui le comble, ce sont des transitions claires, des étapes qui assument leurs responsabilités, des voix qui ne dissimulent pas les exceptions, des registres qui attestent du résultat, et un esprit qui veille à ce que l'ensemble de la chaîne serve toujours le même objectif. L'architecte ne met pas l'ordre en œuvre, il établit la voie par laquelle l'ordre deviendra réalité. Pour qu'une décision devienne réalité, il ne suffit pas que la chaîne fonctionne. Elle doit préserver le même objectif, car chaque étape peut être juste en soi. Mais si les étapes vont dans des directions différentes, le résultat s'éloigne de la décision initiale. C'est pourquoi l'architecte ne considère pas la mise en œuvre comme la somme des tâches. Il la considère comme la transmission d'une intention à travers le système sans qu'elle ne soit altérée. Au départ, la décision est une phrase. Elle se transforme ensuite en instruction, l'instruction en tâche, la tâche en opération, l'opération en résultat. À chaque étape, une partie du sens peut se perdre. Une limite est oubliée, une exception passe inaperçue. Au final, le système estime avoir appliqué la décision donnée dans son intégralité, mais en réalité, il a produit autre chose. C'est pourquoi une bonne architecture ne se contente pas de transmettre ce qu'il faut faire, mais aussi pourquoi il faut le faire. L'objectif de la décision reste visible. La mesure du succès est définie dès le départ. Les limites qui ne doivent pas changer sont préservées. Si une nouvelle réalité apparaît au cours de l'exécution, la décision ne se poursuit pas aveuglément. Elle s'arrête. Elle réévalue la situation. Car la fidélité ne consiste pas à continuer sans réfléchir, mais à rester fidèle à l'objectif initial. Lorsque l'architecte met en place la chaîne de mise en œuvre, il définit d'abord le résultat, puis il remonte en amont. Quelle est la dernière étape nécessaire pour que ce résultat se concrétise? Que faut-il préparer pour que cette étape puisse commencer? Quelles données sont nécessaires? Quel système doit répondre? Ainsi, la décision ne se transforme pas en une liste de tâches floues, mais en un parcours de résultats interconnectés. Chaque maillon produit une sortie. Cette sortie devient l'entrée du maillon suivant. Si un maillon ne fonctionne pas, la chaîne le sait. Le silence n'est pas considéré comme un achèvement. Si un transfert a été effectué, on vérifie que le destinataire l'a bien reçu. Si le processus a démarré, on en suit la progression. Si le résultat est obtenu, on en contrôle l'impact. Car il ne suffit pas que le système semble fonctionner en lui-même. Un changement doit se produire dans le monde réel. Un paiement doit réellement parvenir à son destinataire. La preuve d'une décision ne se trouve pas sur l'écran de la personne qui l'a prise, mais là où elle produit son effet. C'est pourquoi l'architecte ne laisse pas la condition d'achèvement à la fin de la chaîne. Il la définit dès le début. À quel moment l'application sera-t-elle considérée comme terminée? Quelle preuve sera acceptée? Qui la validera? Que se passera-t-il si le résultat est différent? Une fois ces questions résolues, le système sait ce qu'il recherche. Sinon, il avance sans connaître sa destination. Certaines applications peuvent être réessayées, d'autres peuvent être annulées, d'autres encore, une fois exécutées, laissent une trace. L'architecte ne traite pas toutes les actions de la même manière. Pour les étapes annulables, il définit un rythme. Pour les étapes difficiles à annuler, il crée des points de contrôle. En cas de modification critique, il teste d'abord une petite zone.
Il observe le résultat, puis il élargit la portée. Car il vaut mieux s'arrêter tôt avec un petit signe que de devoir corriger une grosse erreur. L'architecte appelle cela une progression contrôlée. Le contrôle n'est pas l'ennemi de l'action. Lorsqu'il est correctement mis en place, il constitue la mémoire de l'action. Le système sait ce qu'il fait et comment revenir en arrière si nécessaire. Lorsqu'une application échoue, il ne suffit pas de générer un message d'erreur. Où l'erreur s'est-elle produite? Quelles étapes ont été menées à bien? À quel moment l'intervention humaine doit-elle intervenir? Sans ces informations, l'erreur cesse d'être un simple incident technique. Elle se transforme en une crise d'incertitude. L'architecte ne cache pas l'erreur, il la classe, il l'isole, il en limite l'impact, car les systèmes robustes ne sont pas des systèmes qui ne s'arrêtent jamais. Ce sont des systèmes qui, lorsqu'ils s'arrêtent, ne sombrent pas dans le chaos. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de refondre tous tes processus. Choisis une seule décision qui a déjà été prise, mais qui n'a toujours pas produit de résultat. Écris la première action découlant de cette décision. Identifie le responsable de cette action. Rendez visible ce dont elle dépend. Définissez le résultat attendu. Déterminez quelle voie s'ouvrira en cas d'échec. Écrivez quelle preuve indiquera que le résultat a été atteint. C'est à ce moment-là que la décision prend tout son poids pour la première fois, car une décision non appliquée n'est qu'une intention qui reste dans la mémoire. L'action suivie, quant à elle, est une force qui modifie la réalité. Dans le log 017, nous avons rendu visibles les demandes perdues. Dans le log 018, nous avons identifié la source fiable de l'information. Dans le log 019, nous avons défini le responsable de la décision et ses limites. Dans le log 020, nous avons établi le chemin menant la décision à son aboutissement. Désormais, le système ne se contente plus de savoir et de prendre des décisions. Il met en œuvre, il surveille, il vérifie, et lorsqu'il échoue, il connaît le chemin par lequel il peut revenir en arrière. Dans cet enregistrement, je ne t'ai pas seulement montré l'ordre inactif, j'ai également laissé l'architecture grâce à laquelle la décision deviendra réalité. Tu peux voir de plus près sur synclog.tech comment l'architecte détecte les résistances invisibles, comment il transforme les décisions en systèmes applicables et comment il vérifie les résultats. Je suis l'architecte, nous nous reverrons dans l'enregistrement suivant. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces enregistrements existent. État du système. Actif. Protocole 020. Terminé. Prochain protocole 021. État en fonctionnement.